Tout le monde devient influenceur et c'est insupportable. Ok. La vidéo, je l'ai pas vue. On va voir ce que ça donne. Moi, j'espère que ça va aborder le fait qu'être influenceur aujourd'hui, c'est pas uniquement vouloir être influenceur parce que tu veux te lancer sur les réseaux, mais que ça rejoint peut-être le fait que, par exemple, tu as un produit que tu veux mettre en avant, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une époque où un influenceur, c'est aussi un média. Un média, c'est un moyen de faire véhiculer des messages, des informations, des idées. Et quand tu mets en place un business, un produit, quelque chose où tu as un produit à montrer, où tu as un message à faire passer, si tu es influenceur, c'est un atout. On va pas se mentir. C'est un atout. Est-ce que moi je suis influenceur? Non, Kezman. J'ai designé le nouveau casque Pas de Pierre encore. Gasly. Je te parle de 5 sites que j'ai découverts ce mois-ci et que j'ai créé toute la Vous me direction connaissez, hein. site d'un artiste. Et je te J'ai réalisé ce générique pour la nouvelle. Pourquoi tout le monde devient influenceur? L'intro, elle est incroyable. Le fait que tout le monde fasse ça, là, c'est pourquoi? C'est pour avoir un hook visuel? C'est jamais compris. Aujourd'hui. Salut. Avant, tu postais simplement ton travail. Maintenant, il faut forcément des vidéos, filmer ton process, suivre des trends, trouver un concept, avoir une personnalité, montrer sa tête. Comme si sans ça, ton travail n'avait plus aucune valeur. Ouais, j'ai l'impression qu'il va vraiment aborder ce sujet-là. Et oui, en termes de montage, d'intro, etc., il est très fort. Il est extrêmement fort. Je sais pas si c'est lui qui a monté ou autre, mais c'est vraiment quali, hein, le montage. La vidéo là, que ça soit les couleurs, comment c'est filmé, le montage en soi, c'est extrêmement qualitatif. Vraiment, vraiment. Et Zuprexor, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'es influenceur, t'es une vitrine, t'as un espèce de CV, la présence sur les réseaux aujourd'hui, c'est très important. Est-ce qu'on est La vraiment plupart du obligé temps. de faire ça aujourd'hui pour qu'on s'intéresse à notre travail? Est-ce que tout le monde doit montrer sa tête pour être crédible et jouer ce jeu de pseudo-influenceur? Parce qu'en vrai, tout le monde n'a pas envie de devenir influenceur. Mais je suis un artiste, je suis pas un influenceur. Mais regarde, je suis obligé de venir sur internet, montrer ma ganache pour montrer mon travail. Sinon, personne ne va le faire à ma place. Est-ce qu'on pourrait arrêter de... Dans le game de la musique, ça là, c'est quelque chose que les artistes ont dû, entre guillemets, accepter. Après, ça dépend des doses. Et aussi, bien évidemment, il y a le fait qu'en fonction de l'effet de rareté, tu peux susciter encore plus d'intérêt, etc. Mais aujourd'hui, les artistes, on leur demande de se montrer, on leur demande de publier sur TikTok pour mettre en avant leur son, etc. Alors que de base, eux, ce qui les intéresse, c'est être artiste. Donc, ouais, ça a changé. Ça a un peu changé. Et yo, Fabrice, comment estás? demander aux gens qui ont des métiers de devenir des putains d'influenceurs? Ça me rend ouf parce que quasiment tous les métiers que j'ai testés, les gens sont en galère parce que leur succès dépend de leur nombre de likes sur Insta. Alors j'ai voulu comprendre. Je suis allé à la rencontre de freelances qui jouent le jeu d'influence pour trouver leurs clients, et à l'inverse, ceux qui ont décidé de ne volontairement pas le faire. En fait, les réseaux, ils m'ont apporté ma stabilité financière, mec. Tout simplement. Sans TikTok, ça n'existe pas. Toute cette vidéo pour montrer ton taf qui est un peu nul, quel coup, dommage d'avoir passé autant de temps. Je pense Elle est vraiment que qualitative, hein, c'est sa pour les vidéo. clients. Bon, je vous présente un peu le line-up de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre les profils et dans quel camp ils sont. Eux, ils jouent le jeu de l'influence et ils trouvent des clients grâce aux réseaux sociaux. Et eux, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ouais, Ils ressentent Chris, pas comme de tu dis en commentaire, Ils emmerdent LinkedIn. beaucoup. Ils ont pas dit ça. Ouais. Mais du coup, qui a Ouais, raison? négligé. Parce que quand tu poses la question pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux, les réponses c'est à peu près toujours les mêmes. Quand tu connais personne, que t'as pas encore de contact, moi c'était mon cas quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, j'ai eu très vite peur. Donc la solution à moi c'était de m'apporter de la visibilité par moi-même. Vu que je venais de commencer la freelance, du coup, je me suis dit, Ça s'entend. que je vais commencer à faire juste des petites vidéos qui retracent un peu comment je bosse, machin. Et après, t'as dit. Et en fait, ça là, ce qu'il est en train d'expliquer, il y a énormément maintenant de personnes dans énormément de games différents qui ont réussi à bâtir une communauté solide par rapport à ça, ce qui leur a permis de bien avancer dans leur secteur, que ça soit dans le développement, que ça soit dans le marketing, que ça soit dans... des fois, c'est des domaines beaucoup plus précis, beaucoup plus nichés, hein. Vraiment, je tombe des fois par hasard sur des chaînes, je me dis, ton métier c'est ça, et tu montes ton métier sur YouTube. En plus, des fois, c'est hyper intéressant. Vraiment, ouais.
plus de clients, j'ai des gens qui me voient et j'ai des gens qui voient mon travail. Bon, et vous vous doutez bien que si cette vidéo existe, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Moi, je trouve ça super chouette parce que je consomme. Voilà, c'est nos collègues, on est toujours intéressé de savoir comment ils bossent ou autre. Exactement, ouais. Mais je pense que c'est une mauvaise stratégie pour trouver des clients. On a un peu cette légende en soi du le marché du freelance est complètement saturé, qui pousse les gens à essayer de sortir de leur zone de confort. S'ils ont des périodes de creux ou un manque de clients quand ils se lancent, il y a deux profils aussi. Il y a ceux qui sont là depuis 10 ans Ouais. et qui d'un coup ont un creux, ils disent faut que je trouve une solution. Et à l'ère des réseaux, ils vont se dire ah mais les petits jeunes là qui ont des vidéos, ça a l'air de marcher pour eux. Ok, je vais me lancer. Il y a un peu ce truc là. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Et puis après, à côté de ça, je dirais qu'il y a ceux qui se lancent, qui quittent tout du jour au lendemain et qui se disent en fait ma seule solution pour trouver des clients, j'ai pas de réseau, je connais personne, j'ai pas d'expérience. La seule solution pour moi, c'est de me mettre sur les réseaux sociaux. Ouais, t'inquiète. Moi, je pense pas que la seule solution, ça soit de se mettre sur les réseaux, mais je pense que fermer la porte des réseaux, c'est se fermer un accès à énormément de monde. Ça veut pas dire que les moyens, les canaux classiques ne fonctionnent plus ou que c'est plus intéressant, par exemple, de directement contacter des personnes, etc. Ça veut simplement dire qu'en fait, il y a des nouvelles cartes qui sont distribuées et chacun doit savoir s'il veut les utiliser ou pas, en sachant que des fois, ces cartes-là sont extrêmement puissantes. Aujourd'hui, tu prends des profils de personnes qui sont sur les réseaux, elles le sont, oui, mais ce ne sont pas des influenceurs. On les appelle influenceurs parce qu'elles sont sur les réseaux, mais leur but est clair, leur but est précis. Le but, c'est d'utiliser les réseaux de manière à avoir une plateforme qui leur permet de pouvoir propager des idées, des produits, ou peu importe. Des fois, ça peut simplement être le fait d'avoir une visibilité qui donne un poids, qui leur donne accès à certaines personnes, certains lieux, des contacts, des opportunités. Et à côté, elles sont focus sur leur business en soi. Donc, je pense pas que les réseaux, ça soit le seul moyen pour pouvoir avancer dans des business, etc. Par contre, c'est une force monstrueuse. Et en fonction aussi de ton business, des fois, c'est encore plus intéressant d'être sur les réseaux. Donc, ça dépend. C'est pas une règle absolue. Est-ce que vous avez vu tout ce que ces vidéos ont en commun? Ces créateurs utilisent des sujets d'actualité ou d'histoire et ne parlent pas de leur travail, mais du travail des autres. Et pourtant, dans leur bio Insta, tu sens qu'ils ont envie d'être contactés, qu'on fasse appel à eux pour des projets. Tu valorises trop bien les projets des autres. Je serais curieux de savoir, lui, est-ce que ça transforme quelque chose dans son business? Est-ce que les clients se disent, s'il connaît ça, ça veut dire qu'il peut faire ça? Ou est-ce qu'ils disent carrément, s'il en parle, peut-être qu'il sait le faire aussi? Je pense que si le client se pose la question, c'est peut-être déjà que t'as raté quelque chose. C'est cool, si merde, mais tu fais quoi? Montre-moi ce que tu fais, parce que je trouve ça trop intéressant. Ton travail donne du crédit à ce que tu dis. Comment une seule personne a réussi à faire trembler les plus puissants de notre planète. Un complot tellement énorme qu'il a créé un séisme dans le monde entier. Tout commence le 22 décembre 2014. Pour un monteur vidéo, ça me paraît logique. Tu peux montrer tes skills de montage et tous les effets que tu peux mettre dessus, tout en parlant d'un truc divertissant, donc bénéf. Par contre, pour le paysagiste qui parle d'un jardin et comment il fonctionne, à part pour le plaisir de partager, je sais pas si ça sert à quelque chose. Le Oui, ça jardin sert. de Curé est l'un des jardins les plus organisés qui existent. Et pourtant, il a l'air complètement libre. Dans les presbytères, dans les jardins monastiques, il fallait tout produire sur place. La question c'est, est-ce que des clients vont tomber dessus et se dire, Ah, et lui, ok, là, je vois dans quel sens il dit c'est ça. un expert, je vais le contacter. Et encore une fois, y a rien de mal à faire ça. C'est du divertissement, de la culture, c'est intéressant. Mais si le but de ces vidéos c'est de trouver des clients et de se faire contacter, je sais pas si ça marche. Ou alors c'est du très long terme. Et il faut pas faire que ça, il faut le combiner avec d'autres types de vidéos. Sinon tu deviens juste une personne qui fait des vidéos Wikipédia bien racontées. Donc ça c'est une des façons de faire son influenceur et de choper des clients. C'est que le début, on va en explorer encore 3 dans cette vidéo. Et vous allez Ouais. vite comprendre pourquoi on est aussi perdu et pourquoi on se sent si obligé de le faire aussi. C'est aussi plus Pour moi, le délire des vidéos Wikipédia, il est très intéressant parce que, en fait, ça te donne, entre guillemets, une légitimité. C'est-à-dire que si toi, ton domaine, c'est le jardinage, et que tu fais des vidéos dans lesquelles tu parles et t'analyses des jardins de différentes époques, etc., ça peut déjà faire des vues ou autre parce que ça peut intéresser les gens. Et ensuite, par rapport à tes clients, ça peut créer l'effet blouse blanche, c'est-à-dire, ah, c'est un expert dans le jardinage, il connaît telle méthode, telle méthode, telle méthode. Exactement. C'est la partie autorité. C'est exactement ça, Zuprixor, comme tu dis dans les commentaires. Il connaît telle méthode, telle technique. Il a étudié ça à fond, toutes les époques, etc. Lui, si je le paye, je sais que j'ai payé quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vraiment faire une vidéo sur ça parce que, en fait, ma vidéo, ça sera pas une vidéo réponse à sa vidéo, mais un peu dans le sens où je vais rebondir sur des trucs et donner mon avis personnel. Et prendre d'autres exemples, etc. Obligé de le faire aussi. C'est aussi poussé par ce qu'on a appelé, on va dire, la légende du personal branding, de les gens vont faire appel à vous pour pas pour ce que vous faites, pas pour vos compétences, mais pour qui vous êtes. Donc mettez-vous en avant, montrez-vous. Aujourd'hui, on va définir les étapes pour construire ton personal branding, ton image de marque personnelle. Pourquoi avoir un personal branding comme toi est la chose la plus importante pour faire du cash en ligne? Parce que les personnes qui veulent acheter ton produit posent leur cash par Pour moi, le personal branding, c'est très important, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être bien géré dans le sens où c'est important parce que les gens, ils t'associent à une image. Mais ça doit être bien géré dans le sens où il ne faut pas que les gens se disent que t'es faux. C'est ça, en fait. Tu dois rester toi-même, mais
proprement. Donc, pour moi, c'est important ce délire de personal branding. Parce qu'en fait, les gens, ils t'associent à une image, tu renvoies quelque chose. Le mec, il y en a des influenceurs, hein. En public, c'est les plus gentils du monde, machin, et en privé, ils font des dingueries. Il y en a combien de ça? Il y en a combien? Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est souvent les personnes, oh, moi, je défends les femmes. Et pourtant, en privé, c'est ceux qui font les plus gros dingueries qui se retrouvent avec des plaintes de je sais pas quoi. Donc, ouais. Bref. Terrain glissant, terrain glissant, terrain glissant. Est-ce que moi, je fais des dingueries? Non, pas spécialement. Après, moi, je suis pas là toute la journée à vous dire vous êtes mes amis, je live parce que j'aime bien parler avec vous. Vous êtes vraiment des gens avec qui je m'attache. Ça me fait du bien. Non, non, non. Moi, je vous dis, mon but, c'est de faire de l'argent. Hein. On va parler de comment se faire de l'argent ou des trucs qui me rapportent. Et si vous avez des liens et des idées qui peuvent m'aider, envoyez. L'émotion, c'est-à-dire que tu vas avoir des concurrents. Mais c'est pas le débat. Toi, mais si les personnes s'apparentent à ton profil, se voient dans ton personnage, dans ta manière de s'exprimer, dans la manière d'évoquer les choses, de les amener au travers d'une vidéo, bah, ils préféreront acheter ton produit. La marque personnelle, c'est pas un hasard sur votre trajectoire. Il a pas tort. Hein. Je me souviens, moi, par exemple, d'une... je vais vraiment faire une vidéo sur ça. Demain, je vais écrire la vidéo et je pense que je la tournerai vite. Parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, en fait. Je me souviens très bien de l'expérience qu'avait fait Pepsi quand Pepsi avait bandé les yeux de personnes pour tester du Pepsi et du Coca en leur demandant qu'est-ce que vous préférez. Ils avaient les yeux bandés. À ce moment-là, ils disaient, dans le plus de cas, c'est pas une règle absolue, mais la plupart du temps, ils disaient on préfère le Pepsi, le goût du Pepsi, c'est ça qui est le meilleur. Ils étaient en mode ah, ça c'est bon ça, hein. Ça c'est le meilleur, c'est sûr. Ah oui, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur. Mais quand les personnes goûtaient en voyant le logo sur les canettes, la majorité disait Coca. Parce qu'en fait, c'est déjà conditionné dans ta tête. C'est comme par exemple, quand on dit on mange d'abord avec les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas si vous avez vu ça passer, je vais vous le montrer. Attention, ça va être un peu dégueulasse. Est-ce que je vais retrouver l'image rapidement? Ouais, j'ai trouvé. C'est un peu dégueulasse, mais bon, il faut que je vous montre parce que vous allez comprendre. On dit on mange d'abord avec les yeux. Ok? Regardez-moi ça. Là, vous dites quoi? Oh, c'est quoi ces croissants moisis? C'est dégueulasse. Oh, oh. Alors qu'en fait, ces croissants, c'est des trompe-l'œil en Thaïlande. Et apparemment, ils sont bons, même si moi, je pense pas que j'aimerais. Ce que vous voyez là qui ressemble à des poils, c'est en fait des algues. Le croissant normal, et dedans, il y a une crème machin. Mais en fait, comme tu manges d'abord avec les yeux, directement, ton cerveau, il dit, c'est pas bon. C'est ça, en fait. Et le délire, tu manges avec les yeux, ça rejoint le délire de ton cerveau, il renvoie une émotion par rapport à ce qu'il voit ou à ce qu'il interprète, à l'information qu'il reçoit. Donc, si ton image, elle est bonne, les gens, ils vont associer ça à ta bonne image. C'est comme le délire de le biais cognitif qui fait que, en général, on pense que les personnes qui sont belles physiquement, comme moi par exemple, sont des bonnes personnes. Moi, je le suis. Mais il y en a plein, c'est pas le cas. Donc, il faut faire attention à ça. Et le délire aussi sur les réseaux, ouais, l'effet de halo. Le délire sur les réseaux de oh, mais cette personne est toute gentille, ça doit être ça, en privé aussi. Tu connais pas les gens en privé. Hein. Il y a des gens, il y a des influenceurs en privé, ils sont pas tout gentils, tout roses, tout mignons. Mais quand tu vois les gens en parler sur les réseaux, trop gentils, trop machin. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bref, la vidéo est très intéressante, j'aime bien. C'est un peu comme la théorie du pêcheur. Il y a celui qui a la canne à pêche et celui qui sait pêcher. Avoir une marque personnelle, c'est savoir pêcher. Et en vrai, c'est faux. Est-ce que à la fin, en finale, quand on choisit un prestataire, t'as vu, c'est le côté humain qui va tu sais que c'est trompe-l'œil, mais il est plus sympa, il est un peu drôle, on va passer un bon moment à travailler un mois les sur manger. le projet. Pourquoi pas? Mais en réalité, c'est les compétences, 100% les compétences, tout le temps le travail. D'entrée de jeu, je vais éradiquer un mythe. J'ai 100 000 abonnés sur Insta et 100 000 abonnés sur YouTube. On pourrait croire que je croule sous les demandes de projets. Je vous révèle que c'est absolument pas le cas. Non. Alors attention. Après, ça dépend aussi de ta niche, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend comment tu te vends, etc. Je sais que par exemple, le Kiku World, les propositions
En fait, je le dis aux petits, hein. Ce qu'ils font ne vont pas avec leurs stats. Ils font des choses, t'as l'impression, ils ont 1 million d'abonnés. Alors que non. Donc oui, je cherche plus mes clients et les demandes viennent toujours à moi, donc ça c'est un luxe de malade, mais on va pas dire que je suis débordé de demandes. En tout cas, c'est pas proportionnel à mon nombre d'abonnés. Et je suis intimement convaincu qu'un projet qui défonce, que tu publies sur tes réseaux, te rapportera plus sur le long terme qu'une vidéo, les 3 meilleures fonderies gratos. Et la deuxième aura peut-être plus de buzz, ça sera plus de vues. Mais encore une fois, c'est que des chiffres, alors que l'autre, ça rapportera de la crédibilité, des retours. Peut-être un client va voir ce truc-là, ça lui plaira. Si tu prends un peu de recul et que tu évites d'avoir un avis aigri sur Twitter en mode j'en peux plus de ces gens-là, etc., en fait, tu te rends compte qu'il y a de tout. Il y a des profils qui sont intimement passionnés par le partage et d'autres qui sont juste dans cette recherche d'identification, de confirmation via les réseaux. Et on peut pas leur en vouloir. J'ai posté 2 fois par semaine pendant 1 mois et demi, et j'avoue, je m'attendais à avoir plus de résultats. J'ai passé des heures à scripter, à filmer et à monter des vidéos pour Instagram, YouTube Short et TikTok. J'ai quand même gagné quelques abonnés et fait quand même pas mal de vues, donc ça peut éventuellement faire parler de moi. Et mine de rien, ça peut peut-être m'amener des clients. Bon, là on pourrait se Après, ça dépend comment tu gères ta stratégie, ce que tu fais, etc. Donc ouais. Exactement, Stoop. C'est comme tu dis, hein. Ton exemple aussi, il est valable. Et Pipo, comme tu as dit, hein, c'est pas parce que tu as l'habitude d'entendre, de suivre des personnes, etc., sur les réseaux depuis longtemps, que ces personnes-là sont tes potes. Non. Non, 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 non. Donc ouais. Et oui, par rapport aux petits, c'est mieux, Pipo. dire ok, donc faire l'influenceur ça sert à rien en fait. Mais si autant de gens le font, c'est bien qu'il doit y avoir des résultats, sinon on n'essaierait même pas. Le plus gros exemple, du coup, c'était Audra et son équipe, en fait, qui du coup ont vu mon taf sur TikTok. Et en fait, au final, du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit hey, viens, on bosse ensemble sur cette interview. Récemment, c'est quand j'ai travaillé sur le dernier décor de Joka, j'ai rencontré Kuzan qui avait vu l'une de mes vidéos. On a pu Ça arrive, hein. Oh, ce mec-là, il a fait un truc, c'est trop lourd. On va le contacter. Ça arrive beaucoup, hein. échanger. Ensuite, on a fait une vidéo ensemble, on s'est super bien entendu. Et après, la collaboration, elle est née de ah tiens, tu fais des décors, vas-y, bah nous on a besoin d'un décor et tout. Et souvent ça se passe toujours un peu pareil. T'as une vidéo qui perce, quelqu'un tombe dessus, il voit ton taf, Ouais. et il te contacte. Alors c'est très aléatoire, mais parfois ça peut littéralement changer la trajectoire de ta carrière. En fait, Ça les change réseaux ta vie, m'ont des appris ma fois. stabilité financière, mec, tout simplement. À l'époque, je fais un des premiers gros clips, c'était pour le million d'abonnés du règlement. Et à l'époque, j'ai eu la bonne idée, je pense, de communiquer dessus. C'est-à-dire C'est vraiment des vidéos comme ça que je veux faire. C'est qui ce mec? Justin Buisson. J'adore la vidéo. Je parle de graphisme, de design, de motion design, d'art, bref, tout ce qui touche à la création, mais aussi de freelancing et d'entrepreneuriat. Parce que créer, c'est cool, mais si je peux aussi en vivre, c'est mieux. Et en plus, là, de base, c'est un mec qui fait du motion design, graphisme, machin. Si en plus, c'est lui qui fait ses montages, il se met en avant, il se vend, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa vidéo. Les autres vidéos, elles parlent de quoi? Je paye les graphistes, j'anime vos logos, freelancing, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ton devient influenceur, non, freelance. Je fusionne des logos, ça marche. Ok. Bref, ça m'intéresse. faire un making of, genre voilà comment on a fait ça avec des briques et des brocs, des bouts de ficelle, et on a réussi à obtenir ce résultat. Et cette crédibilité, en fait, m'a attiré énormément de clients. Là, dans le milieu du rap, en fait, ça a envoyé un signal. Il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se positionne comme ça. Je pense que t'en sais quelque chose. Moi, c'était le côté, regardez, je viens pas d'une école, je me débrouille. Genre, venez me chercher. J'ai eu les clips de la Zizi Kaka Mixtape grâce à ça. Et ensuite, ces clips-là m'ont amené Inoxtag. C'est-à-dire, je me rappellerai toujours, c'est mon backstage du clip de Al Capote. J'ai encore réalisé le dernier clip de la Zizi Kaka Mixtape. Je vous explique. Là, la vidéo a bien marché, elle a fait 242 000 vues. Donc à l'époque sur TikTok, pour moi, c'était Et énorme. ça, là, par exemple, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit beaucoup de personnes qui maintenant font ça. On voit beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le fait de faire des backstage. Je m'explique. Moi, imaginons par exemple que je suis quelqu'un qui filme. Je sais pas moi. Il y a un groupe qui m'engage pour aller filmer. Quelqu'un va me filmer en train de filmer. Et comme ça, moi, je produis le contenu pour la personne, mais en même temps, la personne qui me filme me permet d'avoir du contenu qui me sert à montrer comment je réalise le contenu pour la personne. C'est le caméraman du caméraman. Et ça, en fait, ça se démocratise beaucoup parce que c'est intéressant pour les personnes qui appliquent ça de montrer que ce sont elles qui réalisent, comment elles réalisent, et ça leur ouvre des portes. Dans la musique, par exemple, je pense à SpongeBob Productions, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une personne qui a une identité propre, très reconnaissable, qui fait beaucoup de choses avec beaucoup d'artistes. Et en fait, c'est devenu une marque de fabrique. Est-ce que je peux retrouver le compte? Non. Comme par hasard, je le trouve pas.
Mais bref, ceux qui connaissent, connaissent. Oui, il fait des clips, SpongeBob. Donc, ouais. Très intéressant, ce truc aussi. Moi, je sortais de nulle part. Et donc, je crois que les équipes d'Inoxtag, donc c'est Basimono, tombent sur ce TikTok. Et se dit, ok, ce gars est débrouillard. Donc, Basimono, c'est le réel d'équipe de Tiakola. Et le mec qui fait la DA de Inoxtag, qui a réalisé Kaizen. Et donc, il est venu me chercher. Je rencontre un humain qui est formidable. C'est un des mecs qui m'a le plus respecté. Et surtout, c'est ça qui est dingue. Le backstage du clip Dans la zone d'Inoxtag m'a fait rencontrer une agence. Et c'est cette agence qui m'a créé un contrat de freelance. Donc, on a fait un forfait de freelance, 8 jours dans le mois, où j'étais. Par rapport au réseau, par exemple, je vous donne un truc comme ça. Par rapport à Kiku World, par exemple, c'est une personne rencontrée a fait qu'on a pu rencontrer Lafouine, sa fille, ce qui a fait qu'on a pu rencontrer d'autres personnes, qui a fait qu'on a pu rencontrer d'autres personnes. En fait, c'est tac, 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 tac. C'est, ouais. Alors que, à la base, la première personne, c'était une personne qui est tombée sur un TikTok. Payé 3 000 €. Et en gros, ça m'a tenu pendant 3 ans. Tu fais des clips artistiques et des projets à côté, et nous, on te garantit une sécurité financière avec des clients constants. Absolument trop bien. Sans TikTok, ça n'existe pas. Et justement, ça a donné naissance à plein de phénomènes différents. Regardez, je suis tombé complètement par hasard sur ce compte Instagram. Quand il poste son travail en mode classique, ça fait ses petites stats, voilà, à son échelle, mais globalement, tout le monde s'en fout. Par contre, quand il fait une vidéo POV, tu poses 4 caméras pour filmer un DJ set, là, ça fait des stats. Donc tu m'étonnes que nous, on soit perdus. Est-ce que je dois faire ça, du coup? J'appelle ça les vidéos, regardez, je travaille, croyez-moi pitié, je travaille promis. Moi, j'appellerais plus ça le caméraman du caméraman. En mode, le caméraman du caméraman doit montrer que le caméraman fait quelque chose d'incroyable. A year and a half ago, I came down to Miami with 1,000 followers, and now I sit at 100K followers, not because I posted my final edits or my final product, but because I started to show the process, the journey, and I started to show my personality and face in front of the camera. Et ça, par exemple, dans le monde du développement, c'est ce qu'ils appellent le building public. C'est, tu développes ton truc et tu te montres en train de développer ton truc. Imaginons que moi, par exemple, je sais pas, moi, demain, je vais faire un jeu. Je vais me montrer en train de faire le jeu. Et ça rejoint un peu le délire des live IA, mais c'est pas vraiment ça. Parce que les live IA, ça, c'est plus moi qui me sers de vous pour apprendre des trucs. They don't really care for a cool video or a cool piece of artwork or whatever industry you're in. They want to see the person behind the work. Donc ça, c'est une deuxième manière de se vendre. Montrer son quotidien, montrer son travail en action. Et je pense que c'est une catégorie qui énerve beaucoup de gens, parce que ça fait très faux. Même quand on essaye de le rendre authentique, ça fait faux. Ça fait réseaux sociaux, pas vrai. Oui, Et je parce peux qu'en comprendre. fait, ça s'entend. Parce que toi, tu es en train de travailler. Imaginons que moi, par exemple, je suis là, je suis en train de monter une vidéo. Il y a quelqu'un qui me filme en train de monter la vidéo. Donc, quand je fais tomber mon stylo, il faut qu'il y ait un angle de caméra qui me voit ramasser mon stylo. Quand je vais boire de l'eau, il faut qu'il y ait une caméra dans la cuisine en train de me filmer boire de l'eau. En fait, les gens, ils sont en mode dose, frérot. T'es pas en train de dose. Bref, je disais quoi? Oui, Benjamin Code. Donc, Benjamin Code, c'est quelqu'un, je suis tombé sur lui par hasard, et en fait, en regardant ce qu'il fait, ça colle parfaitement avec ce que la vidéo est en train d'expliquer. C'est-à-dire que Benjamin Code, c'est de base un codeur qui produit du contenu pour dire je code. Et je dis pas ça de manière négative, hein, au contraire, c'est très intelligent de sa part. Parce que, bien évidemment qu'il fait toujours ses trucs à côté, mais en même temps, non seulement il peut se faire de l'argent par rapport au réseau, trouver des contacts, des partenariats, des sponsors, des clients aussi, mais en plus de ça, si demain, lui, il lance un produit, ces 160 000 abonnés-là peuvent lui servir de base de client pour son produit. Donc non, c'est vraiment, vraiment bien. C'est pertinent ce qu'il fait. C'est très intelligent. Mais bon, continuons. Où vraiment là la cible on est sur du particulier et donc on va pouvoir plus facilement toucher un particulier quand on atterrit sur leur feed Insta, TikTok ou autre. Il y a aussi ceux qui ont un côté plus artistique pour moi, pour se démarquer sur de l'art, de l'illustration, de la peinture. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire en travaillant son personal branding et toute son histoire d'artiste parce que là c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en avant. Ce défi est impossible. Ça c'est ce que m'a dit ma maman quand elle a appris ce que j'allais faire. Et elle a pas tout à fait tort. Cet été je me suis lancé un défi complètement fou, 2 mois, 10 toiles, 10 000 €. Et ces peintures elles sont là pour retransmettre chaque étape qu'on traverse quand on décide de suivre ses rêves. Je te dis peut-être c'est qui cette meuf trop bizarre. Salut, moi c'est Julia, je suis une petite étudiante en art qui s'est lancé le défi de poster une vidéo par jour jusqu'à vivre de sa passion. Quand j'ai commencé sur les réseaux, en effet je montrais plus mon travail un peu comme un portfolio, un site, un portfolio classique on va dire. Bah, vous voyez ça par exemple par rapport à l'art, je me souviens très bien. Des personnes étaient venues en live sur le Kiku Show, avaient voulu
qu'on fasse la promo pour leur manga. Je les avais déjà rencontrés en plus, d'ailleurs, je crois, à une Japan Expo, etc. Dès la première fois que je les avais rencontrés, on les avait rencontrés avant, et peut-être quelques mois, un an plus tard, ils étaient passés sur le Kikusho. Je leur avais dit, dès la première rencontre, parce qu'ils me demandaient, ouais, t'as pas des conseils pour qu'on fasse ce truc, etc. On veut signer dans une maison d'édition. Je leur ai dit, les gars, on est à une époque où, avec les réseaux sociaux, vous pouvez être autofinancé. Les maisons d'édition, etc., c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est compliqué à la concurrence, etc. Les gars, moi, personnellement, j'aime bien suivre des comptes anglophones, parce que mon algorithme, il m'a remonté des comptes anglophones à ce moment-là, qui font des petites histoires. Je crois que ça s'appelle des forts comas, si je dis pas de bêtises. Ce qui se passe, c'est que ces comptes-là, je leur ai expliqué, hein, ces comptes-là sur Instagram, ils font des petites histoires avec les carousels Instagram. Une page du carrousel Instagram, c'est l'équivalent d'une scène, et ils font des carousels avec 3-4 scènes. Et ils ont leur petit personnage qui évolue, qui vit sa vie, il vit un peu des aventures, etc. Et après, ils ont leur œuvre, par exemple, sur Webtoon, ou ils auto-éditent leur œuvre, peu importe. Et en fait, parce que les gens sont habitués à voir les personnages sur Instagram, quand un projet sérieux, entre guillemets, se met en place dans l'univers des personnages, les gens sont hypés. Les gens vont suivre, les gens vont regarder, les gens vont soutenir, parce qu'ils ont déjà une communauté, ils font déjà des choses avec leurs personnages. Et en fait, non seulement pour ensuite faire la promotion, vendre leurs trucs, c'est utile, mais en plus de ça, ça les force à chaque fois à dessiner un petit peu, ça les fait avancer par rapport à ça, ça les fait peut-être progresser en dessin, peut-être ça les fait avancer sur leur histoire, ça les garde motivés, parce que c'est des retours que les gens ils ont quotidiennement. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et moi, en fait, quand je leur ai dit ça, ils étaient en mode, pas méchamment, je dis pas ça méchamment, ils étaient en mode, ok, super, bien vu, partage. J'ai soufflé. J'ai partagé, mais j'ai soufflé dans ma tête. Ils sont revenus sur le Kikusho, j'avais oublié que c'était eux. Et je leur ai dit, attends, c'est pas vous, vous avez fait le truc? Ils ont dit, ah ouais, ouais. Ils l'ont pas fait. Par exemple, là, je vous montre un compte. Je suis abonné, hein. Il y a des comptes que je suis parce que vraiment j'aime bien. Hein. Ce compte-là, là, il a 900 000 abonnés. Quand j'ai commencé à suivre ce compte, ils avaient même pas 100 000 abonnés. Et il fait quoi, lui? C'est une espèce de sirène, etc. Un carrousel Instagram, une petite histoire. Une dame, après, il faut suivre, là, pas besoin de comprendre les personnages, etc. Mais en gros, là, ils sont à la mer, les deux mecs. La sirène, personnage principal, lui, c'est le pote de la sirène, lui, c'est le pote du pote, et la sirène aussi. Il y a une personne à la mer qui a vu la sirène. Elle veut prendre la sirène en photo, les mecs sont en mode, non, attention. Elle a pris la photo, elle se barre, elle va publier la photo. Article, ouais, une sirène incroyable. Sauf que, au final, elle se rend compte de quoi? Elle se rend compte de, je sais pas, j'ai pas vu le truc, mais là, en gros, on découvre en même temps. Et ça fait une petite histoire. Et après, à la fin, on va bientôt lancer un nouveau truc. Saison disponible sur le site Webtoon. Ils ont 1 million d'abonnés. Et vous pensez que les gens qui suivent ces petites histoires-là vont pas suivre ensuite sur Webtoon? Autre exemple, un autre compte que je suis. Ça, c'est une meuf qui travaille dans un truc de communication. Et en fait, elle fait de la communication pour quelqu'un qui crée de l'art. En fait, je crois que c'est la personne qui raconte un peu sa vie, quoi. Enfin, à travers des petites histoires. Ça, c'est pas un truc, ça, c'est juste un dessin. Il n'y avait pas un truc pour voir quand c'était un carrousel sur Insta? Ça a changé ou quoi? Tac, attendez, j'en trouve un pour vous montrer. Elle en fait plus ou quoi? Avant, elle faisait que ça. Ah si. Ah non, parce qu'en fait, on peut pas voir que c'est un carrousel sans cliquer. Donc, il se passe un truc, des petites histoires. Et en même temps, les gens, ils s'habituent au personnage. Donc, elle peut vendre des petits goodies, des petits t-shirts, des petites peluches, des petits trucs. Et en attendant, non seulement elle dessine, elle avance ses histoires, elle reste motivée, elle a des retours directs. Ah non, ton personnage, ton design, il est pas bon. Ah là, tu l'as mal dessiné. Ah, faut corriger ça. Et elle avance. Mais en fait, quand j'avais expliqué ça aux deux mecs,
ils étaient en mode ah ouais, ok, super. On va signer dans une maison d'édition et devenir et notre manga il va être publié. Parce qu'en fait, moi, comme ça me touche pas directement, j'ai une vision un peu plus terre à terre. J'ai une vision externe par rapport à tout ça. Mais eux, ils disaient pas ça méchamment, ils réagissaient pas méchamment, mais ils étaient en mode ouais, on va le faire, t'inquiète, ouais, partage, t'inquiète. J'ai partagé parce que je lui ai donné de la force. Mais c'est ça en fait aujourd'hui qui permet de se différencier. Et c'est pas incroyable à faire ou impossible à faire. Il faut juste le faire et comprendre aussi pourquoi tu le fais. Et vraiment, moi, ça là, tout ce genre de trucs, c'est des choses, moi je vais le dire, on va me prendre pour un singe pour dire des Wistiti. Parce que j'ai pas la blouse blanche. Alors que, en soi, c'est des trucs, si on se concentre sur ce que je dis, pas sur ma personne, c'est des trucs logiques. Alors que, là, c'est des cas précis ce que je montre, hein, des cas précis. Des cas précis. Je peux vous montrer encore un. Mes abonnements, ils étaient encore ouverts. Ça, c'est encore un autre cas. Ça, c'est un mec qui fait plein de petites histoires. Donc, il a plein de personnages. Et en fait, il est tombé dans les trucs gays ou je rêve? C'est un mec ou une meuf, ça? Bref. Et en fait, si, c'est gay, ça. Ça, c'est yaoi, ça. Quand le mec, il rougit, là. Comment ce gros gaillard rougit? Ça me calme. Et en fait, lui, il fait quoi? Il fait des petites histoires. Même principe. Ah bah ouais. Bah justement, il lui dit, est-ce que tu vas me faire un bisou pour me dire au revoir? Bref. Il fait ses petites histoires, ses petits trucs. Et voilà. Mais c'est un truc logique. C'est un truc logique. Je pense que le mec, il a fait ça pour cibler les meufs. Si vous savez à quel point ce marché-là, le marché du yaoi, les meufs, elles sont friandes de ça. Waouh. Je le vois dans les light novels, il y en a tellement. Et à chaque fois que je regarde les commentaires, c'est des meufs. C'est waouh. C'est un marché monstrueux. Il y a du bif de ouf à se faire. Il y a du bif de ouf. De ouf. Donc, non, en fait, le mec, il fait un peu de tout. Des fois, il fait des trucs hétéros, des fois, il fait des trucs yaoi, des fois, il fait des trucs... C'est pas un souci. Mais le principe, ça reste le même. Et je crois que d'ailleurs, à un moment, il faisait des trucs, je crois que c'est ça, où il personnifiait les consoles. Il avait un personnage, c'était une Switch, un personnage, c'était une Play, un personnage, c'était une... c'est ça. Voilà, pile. Salut, je suis la Switch 2. Ça, c'est la Play. Est-ce que tu as changé un truc? La Xbox, il répond, elle a l'air d'être la même. Et la Switch, elle répond, je suis plus puissant et mes jeux coûtent 80 balles maintenant. Et eux, ils sont en mode, ça va jamais marcher. À quoi ils pensaient? Et au final, elle est en mode, regardez, 3,5 millions de consoles vendues. Et Play et Xbox, ils sont en mode, c'est quoi ce délire? Ça a aucun sens. Des petites histoires comme ça. Et ça, là, c'est des trucs que je suis depuis des années. Après, avec le temps, ils ont évolué, ils font plein d'histoires, machin, mais le principe reste le même. Donc, ce qu'il dit là dans sa vidéo, moi, je suis 100% d'accord. Par rapport à l'art, je suis 100% d'accord. En plus, ce que j'aime bien avec sa vidéo, comment il s'appelle? Justin, on va dire Justin, c'est stylé. Ce que j'aime bien sa vidéo à Justin, c'est qu'il aborde ça de différents points de vue. Tu as le point de vue des monteurs, par exemple, tu as le point de vue des artistes, parce qu'en fait, chaque point de vue, c'est, oui, le même sujet, mais c'est un angle d'approche différent. Et la vidéo, elle est passionnante. Ça faisait quand même partie de moi, de ma personnalité, et je trouvais ça dommage aussi de ne pas montrer que derrière tout ça, il y avait vraiment quelqu'un. Cette envie de dire, de créer un peu mon storytelling à moi, qu'on humanise un peu mon travail aussi. Par exemple, créer un tablier ou créer une fresque, mais avec aussi dans les contrats le fait de raconter tout le processus de l'artiste qui crée derrière. Je pense que certains clients sont venus aussi pour ça, en se disant, elle crée déjà du contenu un petit peu comme ça, et nous, ça nous intéresse parce qu'on n'a pas envie de faire une fresque lambda, on veut faire une fresque. Il y a ça aussi. On voit ton processus de création, on voit ce que tu fais, on voit le résultat, c'est ça qu'on veut. Que d'artistes. Donc toi, tu taffes de chez toi, donc tu as un statut, tu es en micro-entreprise, c'est ça? Mais non, j'ai basculé en SASU. Ah, SASU, ok. Je suis en SASU, ouais. J'étais en micro-entreprise. Et du coup, comment tu as fait pour mettre ton adresse? Tu l'as mis quelque part ou tu as une solution ou... Il va avoir la sponsor. Mon entreprise, la vidéo est sponsorisée avec telle entreprise de domiciliation. C'est les gens de mon milieu
qui m'ont déjà dit moi je t'adore dans le privé, mais tu m'insupportes quand tu sais quand tu fais ton youtubeur. Tu fais ton youtubeur, ton Et influenceur. ils m'ont dit voilà, moi j'aime pas cette part de enfin, c'est pas le vrai toi pour moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que peut-être que le vrai moi il se cache dans ces moments-là. C'est-à-dire que ce moment de terrain de jeu où je suis en mode hey, hyper enthousiaste, genre les gars, voilà, ça c'est moi. En fait, c'est une part de moi. J'afficherai pas trop avec des collègues de travail justement. Si je m'écoute, mon amusement profond est dans ces moments-là. Ça me fait penser à Justine Degène, qui est une créatrice. Par rapport à ce qu'il vient de dire, au niveau de le vrai lui, l'amusement profond, etc., c'est vrai que il y a des personnes, des fois, qui se rendent pas compte. Moi, par exemple, je vais parler à un moment d'une manière, etc. Dans une autre situation, je vais parler d'une autre manière. C'est pas que je suis faux, simplement que je m'adapte à la situation. Il y a des personnes qui, par exemple, sont dans la vraie vie hyper introverties, hyper timides, mais sur les réseaux, qui arrivent à montrer une facette d'eux hyper expressif, hyper content, etc. Mais quand ils vont ensuite dans des événements, quand ils sortent, rencontrer des gens, etc., les gens disent ah ouais, mais t'es pas comme en vidéo, t'es pas comme truc. Parce qu'en fait, on a tous des facettes de nous-mêmes. Il y a des gens qui sont les mêmes tout le temps. Il y a des gens, en fonction du monde, en fonction de l'environnement, etc., ça va varier. Ça ne veut pas dire qu'ils font semblant, qu'ils sont faux. Qui s'est fait connaître pour une série sur son mariage. Je me marie dans 3 mois et j'ai l'impression de monter une start-up. Vu que je suis directrice artistique, je me suis occupée moi-même de toute l'identité graphique du mariage. Je me marie dans 2 mois et je suis en train de transformer le lendemain du mariage en genre coffee shop. J'ai fait une petite illustration pour montrer le mood et enfin on a mis des mots-clés pour montrer un peu ce qui va se passer. Et ça rend ça. On va aussi disposer des menus qui vont ressembler à ça. Et aujourd'hui, on a un petit peu perdu cet aspect DA dans ses vidéos les plus récentes. Je la connais pas personnellement, et ce que je vais dire là est une pure spéculation, mais je pense qu'elle s'est dit, tu sais quoi, nique sa mère la DA. Moi, je veux faire des vidéos, je veux raconter des trucs. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour vous faire comprendre qu'on peut aussi y voir une opportunité de changer de métier, ou en tout cas de le faire évoluer. Faut juste garder en tête qu'il y a une chance de réussite plutôt faible. Ou alors vous allez peut-être réussir à percer sur 3 vidéos, mais ce qui est dur, c'est de tenir 3 à 4 ans derrière. C'est ça le plus dur en fait. Ça, c'est la 3e catégorie. Les réseaux ne sont pas un sprint, c'est un marathon. Marathon. Tu peux être premier toute la course. La course, ça peut durer 10 ans, t'es premier, mais à la fin de la course, quelqu'un te passe devant. C'est un marathon, les réseaux. Et comprendre pourquoi elle est importante et pourquoi elle est aussi ultra critiquée. C'est celle qui peut faire couler le plus d'encre sur Twitter, y a pas de doute. Et surtout, on oublie un point le plus important, je vais vraiment souligner celui-là. Les jeunes comme moi, ils ont eu besoin d'un carnet. C'est-à-dire que pour se lancer dans la vidéo, par mimétisme, pour croire que c'était possible de le faire sans études, il fallait des visages. Et c'est là que les mecs comme RVB étaient essentiels pour moi, les Américains que tu m'avais cités. Ces mecs-là, c'est pas la question de est-ce qu'ils font de l'art hyper prestigieux, du bonheur, c'est sans les atomes, sans tous ces mecs-là, j'existe pas. Ces gens-là, ils m'ont donné un truc. Ça, je suis 100% d'accord. Il y a aussi ce délire de mais attends, si eux ils le font, je peux le faire. Mais pour savoir qu'ils le font, il faut qu'ils montrent qu'ils le font déjà. Et c'est aussi pour ça que moi, les réseaux, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été très curieux par rapport aux réseaux. C'est parce qu'en fait, je sors tout le temps ça, mais c'est vrai. Quand Cyprien, il a dit que la première fois qu'il a rencontré Squeezie, il a été surpris du sérieux, du professionnalisme et de l'organisation de Squeezie. C'est parce que toi, tu vois les gens sur les réseaux comme ça, ils sont en mode cachou, etc. Mais derrière, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Des fois, tu te dis, attends, mais lui là, il fait des vidéos comme ça. Bah, par exemple, Régé, il a publié son salaire récemment. Le salaire du mois, je crois que c'était, en tout, il a fait environ 40 000 € en un mois. Il y avait une partie YouTube, une partie TikTok et 20 000 € de sponsor. Et en fait, dans les commentaires, les gens disaient « Waouh, autant d'argent pour des vidéos aussi nulles !» Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique derrière, ce qu'il fait derrière et des stats que ça génère, etc. Je prends l'exemple du Kikusho. Pourquoi je dis que le Kikusho, j'ai négligé ça, etc. C'est pas uniquement parce qu'on n'a pas fait de live. C'est pas pour ça. Encore aujourd'hui, je le répète, sur le Kikusho, je peux prendre les lives qui sont intemporels, c'est-à-dire les lives qui n'étaient pas liés à un événement précis. Une fois que l'événement il est passé, c'est terminé. Je peux les prendre, en faire des clips, des extraits, etc. Aujourd'hui encore, ils tourneront. Et en fait, c'est ça le fait de rentabiliser. C'est pas le but, c'est pas il faut travailler de manière intelligente, pas travailler plus dur. Des fois, plus dur veut dire plus intelligemment, mais pas tout le temps. Le but, c'est pas de faire plus de lives Kikusho, c'est pas ça. Parce que déjà actuellement, les lives qu'on a fait, on les a pas rentabilisés. Ce qui fait qu'en gros, on charbonne, on doit être là tous les soirs en live, etc. Alors que si ça se trouve, en faisant 2 lives, allez, 1 live par semaine, mais bien rentabilisé, on ferait plus de stats. Je vois des podcasts qui sortent, animés, manga, machin, etc. Pourquoi
les gens, ils me disaient, là, avant que je parte aux États-Unis, ouais, regardez, ils viennent d'arriver, ils vous broient en termes de stats, ils font une vidéo tous les mois ou toutes les 2 semaines, machin, ils font plus de stats que vous. Les gens ne se rendent pas compte que, à côté, sur d'autres réseaux, sur des TikTok, etc., leur truc, ils tournent de malade. C'est ça qui amène ensuite les stats. C'est parce qu'ils rentabilisent. Et c'est pour ça, à chaque fois, quand les gens ils disent ouais, faites des lives, je comprends, parce que vous êtes à la place du consommateur. Mais des fois, le plus pertinent, c'est pas de faire plus, c'est de faire de manière plus intelligente. C'est ça, en fait, le truc. Il faut avoir conscience de tout ça. Mes parents n'ont pas su me donner, c'est la foi que c'était possible. Je pense que le métier d'influenceur, il gêne quand tu t'adresses à tes compères. Là où ça devient intéressant, c'est que vulgariser, c'est pas bien pour tout le monde. Et oui, j'ai mis la main dans ma poche, je commence à être à l'aise dans la vidéo. Quand tu simplifies ton métier pour qu'un maximum de gens comprennent, tu gagnes en audience, mais tu perds. Sa vidéo, elle est clean. Et c'est là où les Elle est vraiment clean. confrontations peuvent avoir lieu. Et en fait, sa vidéo, je me comprends quand je dis ça, mais c'est une démo technique de ce qu'il sait faire. En termes de motion design, de montage, d'illustration, etc. Je sais pas pourquoi je fais ça. Parce que pendant que toi, tu expliques ton taf avec des mots simples pour faire 100 000 vues Mais elle est très intéressante, t'as ta des gens plus niche, des graphistes, des DA, des gens ultra pointus qui vivent le métier à un tout autre niveau. Eux, leur rêve, c'est pas des trucs mainstream, c'est pas des trucs que tout le monde connaît. Ils vont peut-être écouter des artistes un peu plus obscurs, avoir une culture visuelle un peu plus spécifique. Ils vont parler entre eux avec des codes que eux seuls peuvent comprendre. Donc forcément, quand ils vont tomber sur des contenus vulgarisés comme le mien par exemple, ils vont pas prendre ça comme de la pédagogie, mais plutôt une version diluée de leur métier. Et toi, tu deviens quoi dans leur tête? Une sorte d'influgraphiste. Et ça peut vraiment créer une forme de mépris. Je sais que pour beaucoup de gens du milieu, même des amis, j'ai déjà eu des échos, je passe un peu pour un bouffon. Et je sais qu'il y a un commentaire moi qui m'a fait déjà mal. Et j'ai cru comprendre que ça venait quelqu'un de mon entourage qui me l'a pas forcément dit à moi. Excuse-nous, j'ai C'est pas pris le grave, sort. c'est pas dans une telenovela espagnole à créer des dramas, mais le fait de montrer tous les insights, ça réduisait l'aura de la profession. Big Flo et Oli qui vont dans des vidéos YouTube. Exemple, ça réduit leur aura de rappeurs sérieux qui se prennent sérieux avec une DA. Surtout que la directe Karma, etc. Voilà. SCH qui vient dans les vidéos de Squeezie. Mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un fardeau de devoir être cool. Je pense que quand on fait un film, on n'est pas là pour faire un film pour les 2-3 réalisateurs du fond. Après, derrière, il y a aussi des humains. Ils ont envie de rigoler, comme tout le monde. Ils sont là, ils sont tranquilles. Bon. Faire un UX, t'es pas là pour toucher tes potes designers ou j'en sais rien. Je pense que t'es là pour. À la base, c'est pour les gens. Une bonne DA pour un festival ou un truc ou une bonne animation, c'est pour les gens. Mon coloc, il me dit tout le temps, parce que des fois, je le regarde et je fais est-ce que je suis un bouffon, mec? Vraiment, des fois, je lui dis ma dernière vidéo, t'as trouvé que ça faisait un peu miskin, un peu pas ouf? Et il m'a dit on va jamais loin en pensant comme ça. À vouloir à tout prix rester des gens cool, une fois que ton truc qui te rendait cool te rend plus cool, t'auras rien développé à côté, mec. Pour s'accrocher. C'est vrai, c'est un faux faire. Au sein d'un même métier. Donc à la limite, ça, on s'en. Et le délire, c'est que il y aura toujours beaucoup de personnes qui vont critiquer ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Mais au final, est-ce que ton truc fonctionne ou pas? C'est ça la question. En fiche. Mais là où ça devient important, c'est que devenir mainstream, ça te fait pas juste changer ton audience. Ça peut carrément changer ton objectif. Parce que plus tu cherches à parler au grand nombre, plus tu peux t'éloigner des gens avec qui tu avais envie de bosser à la base. Si ton rêve c'est de faire des projets ultra artistiques, bosser avec des studios ultra pointus ou même des chaînes comme Arte, est-ce que devenir le mec qui vulgarise son métier sur internet, c'est vraiment le meilleur chemin? Je suis pas sûr. Et c'est pas une critique, c'est juste un choix. Soit tu parles à beaucoup de monde, soit tu parles aux bonnes personnes. Alors maintenant là, j'ai fait du underground, j'ai fait du petite sœur, mais oui, je fais l'équipe pour Michou. Alors quoi? J'adore, en vrai j'adore, c'est les extrêmes opposés. C'est les extrêmes opposés. Et alors? Et moi, c'est ça que j'aime avec Alain Chabat. Alain Chabat, il peut toucher à tout. C'est ça, je veux être cette mentalité, je veux être cette personne-là. Mainstream, ça n'est pas un gros mot, c'est même un fabricant à rêve, c'est la base. Votre imaginaire a été créé par Tim Burton. C'est comme le délire du Kikusho. Hein. Moi, je le répète tout le temps. Avec le Kikusho, je sais ce que je vise. C'est pas ce que je vise avec le Kikumag. Parce que tu vas avoir plein de personnes qui vont critiquer Kikusho, ouais, c'est n'importe quoi, machin, vous n'êtes pas sérieux, etc. Mais le but, c'est pas de se prendre la tête ou autre. Le but, c'est simplement de rigoler. C'est une cour de récré. Donc, on vise pas les mêmes personnes. Disney, pour la plupart des gens, en tout cas, désolé pour toi si t'as grandi avec le cuirassé Potemkin, j'en sais rien, mais j'aime pas la pédance dans l'art. Et en plus, souvent, le mainstream va récupérer de l'underground pour le diluer, certes. C'est grâce au mainstream que l'underground ça marche et inversement. Bon, d'accord, mainstream versus niche, pourquoi il me parle de ça? C'est une vidéo sur les influenceurs à la base. Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'est vachement lié, parce que sans t'en rendre compte, tu peux facilement tomber dans une sorte d'engrenage dans lequel t'avais pas envie d'aller à la base. Ah oui, c'est du coup, tu toilettes. Pour monter ton travail, puis maintenant, ça te prend 50% de ton temps, et ce pourcentage, il augmente petit à petit. Moi j'ai commencé à me mettre une run dans la tête, à faire une vidéo par jour. Ça fonctionne, on va m'oublier. Donc c'était un monde plus très sain, et du coup ça devenait regardez, je suis là. Bah, du coup, à ce moment-là, en fait, je mettais genre en 80% de mon énergie là-dedans. Je regardais les stats, genre premier truc que je faisais, je regardais les stats de base. Tu fais ça pour juste promouvoir ton taf, et pas juste pour que ça devienne un métier d'influencer. Faut faire attention à ça. Faut garder ça à l'esprit en fonction de quel est ton objectif, pour pas que tu surdoses les parties qui de base devaient être faites, oui, mais à une certaine échelle. Et c'est ça, par exemple, qui m'a permis de garder, entre guillemets, la tête froide et de me dire, ouais, le Kikusho là, le mood il est bon, mais vaut mieux que je me concentre sur Kikumag. Vaut mieux que je me concentre sur Kikworld. Parce que j'avais la tête froide, entre guillemets. Enfin, c'est pas mon métier, moi, de faire ça. Je vais t'expliquer comment se guignol. Alors que les gens me prenaient pour un singe. Hein. Me prennent toujours pour un singe d'ailleurs. Mais en mode, au lieu de faire tes trucs qui bident, fais des Kikusho. Ok, moi j'ai fait mon choix. Et je ne regrette absolument rien.
a fait ça pour Théodora. C'est cool, hein. Et tout ça comme si tu étais un enfant de 5 ans et demi. Moi, Alberto, vidéoman, VFX-man et monteur-man. Il y a un mois, moi avoir commencé à poster sur les réseaux fonctionne bien, et là, cette notif. Je fais pas de la création de contenu en soi, je l'en fais pour mon travail en tant qu'illustratrice artiste. Je suis pas du tout influenceuse, donc pour moi c'est important justement que j'arrive pas à un truc 50-50 parce que sinon ça serait basculer dans un autre travail tout simplement en fait. Ouais. Voilà. Peut-être là où je kiffe visuellement qu'un influenceur lambda, je sais pas si ça te le fait aussi, c'est que y a pas la question est-ce que c'est un vrai métier, j'ai un métier à côté. Je suis pas influenceur, c'est pas du tout mon corps de métier et c'est pour ça que je peux peut-être me permettre d'être plus tatillon. Comme un youtubeur qui aurait encore un CDI à côté, je fais mon influenceur quand je veux, c'est pas une nécessité. Mais d'ailleurs, est-ce que Ouais. c'est si bien cette Et position ça, là aussi, c'est ce qui me donne ce recul. Et c'est ce qui donnait aussi au petit une sorte de recul, même si c'est pas vraiment du recul, c'est plus un truc forcé. C'est que comme on faisait ça quand on avait le temps, on n'était pas du tout en mode. En fait, des fois, on parlait de ça avec les petits. Hein. Une anecdote. On sortait de je sais plus quel événement on avait été invité avec John. Et on allait manger. Et John il nous a dit ouais les gars, vous voulez qu'on se pose machin. Sauf que c'était un dimanche et il était 1h du mat, un truc comme ça. Et le lundi, moi j'allais taf. Les petits, il y en avait un qui allait taf, il y en a un qui devait aller en cours. Et en fait, ça nous a montré à quel point on était déconnectés par rapport à John. Parce qu'en fait, nous, on est sortis de l'événement et c'est bon. Entre guillemets, on a enlevé la casquette réseaux sociaux, influenceurs. On était en mode bon, demain, il faut aller au taf, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, ça fait qu'à chaque fois, on avait un recul par rapport au réseau, parce qu'à côté, on a notre vie, en fait. Alors qu'il y a des personnes qui font que ça, et c'est pas pareil, en fait. Ta vision n'est pas la même quand tu as tout le temps la tête dedans. Alors que nous, on a la tête dedans quand on a le temps, soir, week-end, on y pense la journée, parce que, ouais, demain, il faut faire le live, ouais, machin. Mais le reste du temps, on n'est pas sur ça du tout. Et si demain, les réseaux, ça s'arrête, on a notre vie. Les petits, ils ont leur diplôme, ils ont leur truc, ils ont fait leur études. J'ai mon taf, j'ai ma vie. d'influenceur? Est-ce que c'est autant Ah mince, attendez. Ça s'est déconnecté. C'est le déconnecté. dans la vie de rêve qu'on le pense? C'est plus dur que ce qu'on pense. Attendez, hop. Hop. En fait, je me rends compte en même temps que vraiment, de toute façon, dans la vie, c'est toujours ça. Tu produis ce que t'aimes. Et ce que t'aimes, tu le consommes. Je veux vraiment faire des vidéos comme ça. Je parle pas du montage, du machin. Même si c'est clean, hein, c'est pas que j'aime pas le montage. Mais je parle du contenu et de la forme de la vidéo. Non, et du fond de la vidéo, pas la forme. La forme, c'est le montage, etc. Même si je peux atteindre cette forme-là, ça me va. Mais la vidéo, moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux faire. Bien cette position d'influenceur. Est-ce que c'est autant la vie de rêve qu'on le pense? C'est plus dur que ce qu'on pense. Genre, c'est vraiment. Sur plus les dur sujets que qui ce que moi, m'intéressent. j'imaginais. À tenir. Et je vous dis ça, par exemple, là, c'est 100% cohérent avec tout ce que je fais parce que on fait des trucs manga, jeux vidéo, pop culture, musique, machin. Demain, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça avec un artiste en disant à l'artiste, ok, est-ce que ça t'intéresse de faire un contenu où on aborde ta vision d'artiste par rapport au monde des réseaux sociaux? Et voilà. Dans la longueur. Le truc qu'on te dit le plus quand tu commences YouTube ou les réseaux, c'est la régularité. Ouais. Et si tu t'imposes une régularité qui est trop, ça peut avoir raison de toi. Bon, après, là, on parle de tout ça comme si j'étais une big star internet, mais j'en suis encore à un tout petit niveau, tu vois. Il y a encore une énorme marge de progression qu'il faut que je trouve et qu'il faut que je réfléchisse à mon contenu pour que ça grossisse de plus en plus. Mais en tout cas, ce qui prouve qu'à mon petit niveau, il y a déjà d'énormes résultats et d'opportunités. Donc, je pense que c'est un équilibre à trouver. C'est un peu difficile à trouver au début, mais le tout, je pense, c'est de s'accrocher et de se dire, t'as eu déjà des opportunités de malade à ton petit niveau. Imagine tout ce que tu peux faire. Et moi, c'est ce qui me drive au quotidien. Il y a des trucs de fou qui peuvent se passer, donc ne lâche pas. Ok, mais maintenant, si je n'ai pas envie de faire de création de contenu, que j'ai pas de contact et que j'ai personne pour me pistonner, je fais quoi? Pour moi, la première étape, c'est d'avoir un profil qui soit compréhensible. Si tu vas présenter un studio et qu'ils disent ok, salut, enchanté, t'as des trucs à me montrer, t'as rien à montrer, ça sert à rien. Toutes les agences et tous les clients cherchent des bons freelances, donc misez plutôt sur l'auto-formation, le fait de pouvoir montrer son travail et la qualité de son travail. Si vous n'avez pas des projets qui vous le permettent, faites des projets. Là, ce qu'elle vient de dire, elle n'a pas terminé, mais je l'ai coupé. Mais en fait, ça me vient en tête directement. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Faites des projets perso, ça peut être par exemple dans l'art. Si c'est des dessins que vous faites, des petits trucs sur Insta, etc. Des petites histoires, même si vous la finissez pas ou autrement, vous avez progressé. Aujourd'hui aussi, il y a l'accès à l'information. Formez-vous. Se former, pour moi, c'est pas uniquement à l'école. Il n'y a pas forcément un diplôme à la clé.
C'est pas dans ce sens-là que j'attends, formez-vous. Si vous pouvez avoir à la fin un tampon qui dit « il est formé, je certifie, c'est bien », mais si vous pouvez pas quand même augmenter vos compétences, comprenez ce que vous faites. L'information, elle est là, elle est disponible. Vous avez simplement besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone, même pas besoin d'un ordinateur. Formez-vous, apprenez, faites des choses par rapport à ce qui vous intéresse et ce que vous voulez faire. Allez pas forcément dans « ça apporte de l'argent, donc je vais faire ça ». Parce que sur le long terme, quand vous aimez pas, c'est dur. Si vous arrivez à combiner un truc qui rapporte de l'argent et que vous aimez, c'est parfait. Mais sur le long terme, c'est dur quand on n'aime pas ce qu'on fait. C'est très, très dur. Sauf si vous serrez les dents un moment pour prendre un billet après et après terminer le truc, mais sinon c'est dur. L'information, elle est là, il faut aller la chercher, et il faut tester, et il faut faire. Là, par exemple, j'ai fait un espèce de petit jeu de Naruto parce que c'était un truc concret. Je ne suis pas simplement dit, je vais regarder des infos, me renseigner sur comment utiliser l'IA. Ah ok, on fait comme ça, c'est bon. Non, j'ai réellement fait un truc. Le truc Gekishin Squadra, le site, je me suis dit, ok, je joue à un jeu, j'ai envie de mettre en place un petit truc pour une commu, pour des tournois, je l'ai fait. Ensuite, tu passes à autre chose. Là, par exemple, sur les réseaux, je suis en mode, vas-y, il faut faire le truc, on le fait et on passe à autre chose. Faites, apprenez, faites. Franchement, vous n'avez rien à perdre. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Je vois qu'elle a 150 000 vues. Pour moi, elle mériterait d'en avoir beaucoup plus. Parce que, ouais, bien joué pour le taf. De toute façon, on a tout dit, mais moi, en tout cas, je me suis abonné. Hein. Je vous remets le lien, la chaîne du mec, Justin Buisson, parce que c'est extrêmement qualitatif, que ça soit au niveau de la forme qu'au niveau du fond. C'est extrêmement qualitatif.